Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints. Je suis Alain Canet, je fais de l'agroforesterie, je travaille à Vers de Terre Production, Arbre et Paysage et dans l'agroécologie au sens large. Alors, je connais l'arganeraie, je ne connais pas bien, mais je connais, c'est un sujet haut en couleur pour moi. Je ne vais pas parler de moi, mais un voyage initiatique extrêmement intéressant à l'époque et puis qu'on continue à suivre. Donc, merci d'organiser cette table ronde, hein, gestion durable de la forêt d'Arganier, sujet haut en couleur d'histoire, mais probablement de présent et d'avenir. Donc, on va parler de développement durable, des acteurs dans cette arganeraie, et puis évidemment cette filière, parce que en tout cas, je parle de mon petit prisme de l'Hexagone. On connaît tous, mais finalement, est-ce que l'on connaît vraiment? Et je crois que notre travail, c'est aussi de diffuser, de promouvoir, de sensibiliser ces systèmes agroforestiers que je trouve relativement géniaux, subtils, d'une performance relativement redoutable. Et puis, du coup, ben, comment on transmet, comment on se projette dans le temps, quel est le lien au grand public, hein, avec le grand public. Donc, ben, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a plein de choses passionnantes à vous dire. Vous serez bien évidemment autorisé à poser des questions qu'on relaiera, qu'on reprendra. Nous sommes 1 heure ensemble pour ce webinaire. Nous vous remercions encore une fois d'être avec nous. Et ben, je vais donner la parole tout de suite au représentant au Maroc de l'IRD, de l'Institut de recherche et de développement, pardon, à Renaud Fichet. Merci, bonsoir Renaud, et la parole est à vous. Bonsoir, merci Alain. Alors moi je vais garder, tu as parlé du temps, hein, mon propos il sera effectivement volontairement court, hein, dans la mesure où je tiens absolument à laisser le plus de temps de parole possible aux personnes qui sont les plus directement impliquées et qui sont concernées par l'avenir de l'Argagné. Mais je vais commencer, si vous le permettez, mon propos en vous présentant l'objet de toutes les convoitises en fait, hein, ce petit flacon que vous voyez à l'écran et dont vous connaissez certainement déjà l'apparence générale et qui renferme donc la fameuse huile d'argan qu'on a coutume de désigner sous le terme d'or liquide du Maroc. Alors, bien sûr, Madame Alaoui aura l'occasion de nous l'expliquer. L'Argagné nous offre bien d'autres bénéfices que seulement cette huile. Et tous ces bénéfices que l'on désigne dans notre jargon scientifique par le terme de service écosystémique. Alors, service écosystémique, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? C'est tout simplement, ça désigne tous les services, bénéfices, avantages que peut nous rendre un système écologique donné, une forêt, dans le cas présent, un lac, une baie côtière, etc. Et ça, ces bénéfices, que ce soit au niveau économique, social ou environnemental. Et concernant ces services, eh bien, Madame Lopez Ekra, qui nous fait l'immense honneur de nous accompagner aujourd'hui, nous rappellera justement toute l'importance que revêt l'Argagné dans le contexte des 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Et puis enfin, très important, Madame Ibourousse viendra témoigner des préoccupations de ceux et surtout de celles qui sont les plus directement concernés par l'avenir de cette arganeraie qui constitue une ressource essentielle pour la vie d'une partie importante de la population marocaine. La décision qui a été prise cette année par les Nations Unies et sur la demande du Maroc de consacrer chaque année la journée du 10 mai comme journée internationale de l'Argagné sonne en fait la mobilisation des énergies autour de cette arganeraie. Et ben, la coopération scientifique franco-marocaine, dont Mme Paillet, la directrice de l'Agence universitaire de la francophonie, et moi-même sont des représentants, c'est donc évidemment mobilisée, et mobilisée en cherchant à compléter les connaissances existantes par une approche un peu nouvelle, dont je voudrais vous parler juste brièvement. En effet, si beaucoup d'informations scientifiques sont déjà disponibles dans de multiples domaines tels que les sciences sociales, les sciences économiques, les sciences de l'environnement, la biologie, la biotechnologie, la pharmacologie, bien évidemment, et tant d'autres, il nous est apparu nécessaire de sortir de ce qu'on appelle parfois zone de confort, dans lequel peut parfois se cantonner la recherche. Alors attention, hein, cette notion de zone de confort, hein, n'allez pas imaginer des chercheurs en peignoir et en pantoufles dans leur laboratoire, c'est un terme donc qu'on utilise. Et sortir de la zone de confort, en l'occurrence, ça veut dire ne pas se limiter au seul périmètre de sa propre discipline, d'une part, mais en allant encore plus loin, de ne peut pas se limiter au seul secteur de la recherche. Et là, on rentre dans l'intersectoriel.
Donc le concept que nous défendons et qui s'exprime en fait au travers du panel élargi qui est rassemblé aujourd'hui, ce concept il vise à changer de modèle de réflexion et de construction de la démarche scientifique en s'appuyant sur ce qu'on appelle une approche plus ouverte, plus participative, plus interactive. Alors, il s'agit pour nous de rassembler tous les acteurs concernés par l'avenir de l'art gagné pour partager les connaissances dont chacun dispose dans son propre domaine. Et à partir de ce partage, il devient alors possible, il nous semble, de définir et d'accompagner de manière beaucoup plus efficace, d'une part, des actions concrètes qui correspondent réellement aux réalités du terrain et aux besoins exprimés par les acteurs concernés, et d'autre part, de définir en termes de recherche de nouvelles pistes à partir d'une analyse qui sera plus intégrative que celle qui peut être construite par les seuls chercheurs, et cela, quelle que soit leur bonne volonté et leur volonté de bien faire. Donc nous nous sommes engagés sur ce chemin en construisant un projet de recherche collaborative qui s'étendra sur plus d'1 an et que nous désignons sous le terme, alors vous savez que notre société adore les acronymes et la recherche n'est pas en reste sur ce point, et donc le terme qu'on utilise c'est collab, et qui désigne tout simplement un laboratoire collaboratif. Donc ce collab sera axé sur le thème de la gestion durable de la forêt d'Argagné. Donc collab, gestion durable de la forêt d'Argagné, retenez cet intitulé, car je pense que nous aurons bien l'occasion d'en reparler en 2022, Inch'Allah. Cette démarche collab donc, est soutenue par les formidables partenaires qui sont réunis dans le cadre de cette table ronde, fait déjà l'objet d'un premier projet qui est formalisé, qui a été soumis récemment pour financement auprès du Fonds d'innovation pour le développement du ministère français des Affaires étrangères et européennes. Mais ce défi, il est devant nous, et toutes les bonnes volontés qui sont désireuses de contribuer à cette nouvelle expérience sont et seront bien évidemment les bienvenus. Donc, appel lancé, et j'espère que vous saurez l'écouter et y répondre. Donc voilà, je vous remercie, j'espère ne pas avoir été déjà trop long, et n'hésitez surtout pas donc à poster vos questions ou vos remarques dans le chat. Cette table ronde, elle est bien évidemment destinée à faciliter ces échanges. Je vous remercie. Merci Renaud, merci beaucoup. Je crois que c'était très, très clair, très précis. Donc, je vais faire une transition très courte. Je pourrais revenir sur les coopérations, les partages, les symbioses, etc. Mais je crois que Daniel Paillet va le faire mieux que moi. Donc, nous vous écoutons. La parole vous est donnée. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. C'est un vrai plaisir d'être présente dans cette belle dynamique. Merci à l'IRD pour cette initiative. Chers partenaires, chers participants, merci de me confier cette belle responsabilité de traiter de l'importance de la recherche-action et de la recherche collaborative telle que Renaud vient de l'illustrer. Donc, méthodologie qui est mobilisée pour travailler sur la durabilité de l'art gagné. Alors, je crois important de mettre en perspective la thématique de cette table ronde par rapport à des défis scientifiques, peut-être des méta-défis scientifiques qui justifient que la méthodologie de la recherche-action, donc elle se veut agissante, cette recherche, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et donc que cette méthodologie soit mobilisée et paraisse particulièrement pertinente, efficace, j'ose le terme, face aux enjeux de la gestion durable de la forêt d'Ariagné. Alors, quels sont ces méta-défis scientifiques pour lesquels la recherche-action peut constituer un élément de réponse, à minima méthodologique, mais je crois bien au-delà de cette question de la méthode. J'en identifie 4 au moins, 4 principaux défis du fait de mon regard croisé que j'aime mobiliser à la fois en tant que directrice régionale de l'agence universitaire de la francophonie, et un de nos enjeux est bien celui de la recherche appliquée, et ça constitue un de nos axes stratégiques, mais aussi je croise cela avec mon regard de chercheur-acteur en sciences humaines et sociales. Et ce que je vais vous proposer, ce sont des éléments de vision sculptés à la lecture de notre environnement, et cela par des processus itératifs dans des allers-retours entre la réalité observée et des éléments de distance conceptuelle. Alors, le premier défi scientifique auquel la recherche-action peut répondre,
il me semble que c'est d'abord la nécessité qui s'impose à nous qui intervenons dans le développement international d'emboîter à la fois des enjeux descendants, le fameux top-down, avec des enjeux ascendants, la logique bottom-up, parce qu'il s'agit d'être attentif aux émergences contextualisées, aux ressources innovantes que peuvent générer les faiseurs sur le terrain et qui peuvent notamment ici contribuer à la soutenabilité de l'arganerie et donc permettre un enrichissement croisé entre le savoir scientifique et le savoir traditionnel, et ça, la recherche-action le permet. Le second défi scientifique que je voudrais partager avec vous, auquel la recherche-action permet de répondre, c'est de justement soutenir l'émergence de projets qui permettent, et c'est une des particularités de la soutenabilité liée à l'arganerie, c'est de générer des valeurs plurielles. On ne peut réduire l'approche de cette dynamique à des valeurs économiques, parce que bien sûr, les valeurs qui sont générées, elles sont écologiques, culturelles, environnementales, sociales, relationnelles, nutritives, médicales, identitaires. J'ose aussi aller sur ce terrain-là. Et donc, préserver l'art gagné, c'est prendre en considération ces différentes dimensions, ces différentes contributions clés à un devenir commun et territorialisé. Et donc, le recours à la recherche-action pour agir, donc, je le reprécise, permet cette appréhension large et ancrée, territorialisée de ces apports. Apports justement qui doivent être appréhendés dans une logique écosystémique. Renaud l'a évoqué en introduction. C'est le troisième défi scientifique auquel la recherche-action peut répondre en identifiant les conditions pour instaurer une dynamique de coopération où les différents acteurs locaux vont mettre en commun leurs connaissances, leurs compétences, pour conduire des projets contribuant ici à nouveau à la soutenabilité de l'art gagné et en passant à la fois par un diagnostic, une réflexion commune qui va conduire à des actions extrêmement concrètes. Et donc pour conclure, le quatrième défi que je vous propose concerne la valorisation du patrimoine au sens large, qui ici peut être appréhendé dans ses dimensions à la fois environnementale, humaine. Et si ce patrimoine est réactivé, il peut constituer une source infinie, nous dit l'UNESCO, de développement inclusif. Donc là encore, le rôle de la recherche-action comme outil de co-création de connaissances, de nouveaux modèles d'action, qui peut aller jusqu'à la création de nouveaux modèles d'employabilité, donc a une contribution très forte. Et donc, ces enjeux constituent les priorités stratégiques de l'AUF qui s'inscrivent sur un cercle vertueux de création de connaissances pour leur diffusion à travers des programmes de formation pour avoir enfin des impacts territorialisés et les plus larges possibles dans une approche multi-acteurs. Merci beaucoup et je suis très intéressée d'entendre la suite des échanges pour continuer à comprendre cette dynamique qui vient au soutien de la soutenabilité de l'arganerie. Merci beaucoup. Merci à vous, Daniel. Merci, c'est très inspirant. On va continuer. Vous avez insisté sur les savoirs traditionnels, de l'importance de ces savoirs traditionnels. On va rentrer maintenant dans les perspectives et les objectifs de développement durable avec Sylvia Lopez-Écra. J'aime aussi rappeler qu'on utilise quasiment, peut-être pas au quotidien, mais sous nos latitudes, l'exemple de l'arganerie, on l'utilise presque toutes les semaines. Il est tellement, tellement beau, tellement inspirant. Tout d'un coup, ces paysages qui ont du sens, des paysages qui produisent de l'eau, qui réhydratent les milieux, des paysages qui produisent de la biodiversité, qui produisent du sol, des microclimats et tout ce que vous avez cité en plus, c'est quand même un modèle pour lequel on a encore beaucoup à dire, beaucoup à faire, effectivement, en termes de recherche-action, de développement. Je crois que
j'insiste lourdement parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de voir que des paysans l'ont fait, l'ont suivi et qu'aujourd'hui on peut se projeter un petit peu dans un avenir un peu serein. Ce qui nous fait du bien aussi, je crois, si je peux me permettre, c'est d'avoir un modèle, qui protège, qui produit et qui prévient de ces chocs à venir, etc. Et donc, si nous pouvons être unis autour de cette cause-là, nous en serons ravis. Sylvia, si vous voulez bien nous mettre un petit peu en perspective ces liens entre la gestion de la forêt et de l'arganier, bien évidemment, et ses objectifs de développement durable. Merci, la parole est à vous. Merci beaucoup Alain, et c'est un plaisir de prendre la parole juste après mon ami Daniel Paillet. Donc un grand bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour cette table ronde. Merci à l'IRD d'avoir associé à travers moi le système des Nations Unies au Maroc, qui est fort de 25 agences, fonds et programmes. Et donc vraiment un plaisir de participer à cette réflexion multisectorielle, comme nous a dit le directeur de l'IRD il y a quelques instants. Il nous a aussi parlé de la proclamation du 10 mai comme journée internationale de l'arganier cette année, et je pense que c'était pour nous tous l'adoption de cette résolution par l'Assemblée générale des Nations Unies, suite à une résolution présentée par le Maroc, co-parrainée par 113 États membres, c'était l'aboutissement d'un long cheminement. Ce n'était pas une surprise parce que cela fait vraiment plusieurs années que les Nations Unies s'intéressent à cet écosystème de l'arganier. Donc c'était le point culminant d'une série de reconnaissances du caractère exceptionnel de cet arganier qui a débuté en 1988. Je suis vraiment aussi heureuse de revoir Madame Kati Malawi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer virtuellement le 10 mai dernier lors de la célébration de cette toute première journée internationale de l'arganier. Elle fait un travail remarquable et nous sommes vraiment très heureux de poursuivre la discussion à travers la table ronde d'aujourd'hui. Donc, je l'ai dit, un cheminement qui a commencé en 1988, c'est l'année où l'UNESCO a désigné la zone de l'arganeraie comme réserve de biosphère. En 2014, nous sommes allés plus loin avec tous les savoir-faire concernant l'arganier qui ont été inscrits sur la prestigieuse liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, donc toujours avec l'UNESCO. 4 ans plus tard, en décembre 2018, c'était le tour de la FAO de reconnaître le système agro-silvo-pastoral de la zone d'Aït Soua Baït Mansour comme système ingénieux du patrimoine agricole mondial. Nous avons donc derrière nous plus de 3 décennies de réflexion sur l'arganier, son écosystème, sa culture et le rôle extrêmement important qu'il joue dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable au niveau local, mais aussi au niveau national. Et je pense que ce potentiel, le Maroc l'a bien compris, et j'aimerais vraiment profiter de cette occasion pour reconnaître et saluer les efforts qui ont été déployés par le Royaume à travers la Fondation Mohamed VI pour la recherche et la sauvegarde de l'arganier, mais aussi à travers l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier Anzoa. Donc pour en revenir au cœur de ma contribution à cette table ronde, à savoir les liens entre gestion durable de la forêt de l'arganier et ODD, l'exercice est relativement facile tellement les liens sont évidents, et je pense qu'on va le voir ensemble. Donc, nous savons tous que l'arganier assure une génération de revenus essentiels aux populations rurales, contribuant ainsi, surtout lorsque ces revenus sont suffisants, bien évidemment, je pense que c'est une précision très importante, à l'éradication de la pauvreté, donc ODD 1, à la sécurité alimentaire ODD 2, à une meilleure santé ODD 3, à un meilleur accès à l'éducation ODD 4 et à réduire ainsi les inégalités ODD 10. Et depuis le XIIIe siècle, ce sont les femmes berbères qui sont gardiennes d'une tradition locale qui est transmise de génération en génération, qui fabriquent cette huile d'argan. Et l'amélioration des conditions de ces femmes doit vraiment être au cœur de notre réflexion, afin de faire de la culture de l'argan un puissant levier d'autonomisation pour elles, répondant ainsi aux aspirations de l'ODD 5 sur l'égalité de genre. Et donc je félicite l'IRD d'avoir inclus les coopératives de femmes au programme, et je me réjouis d'écouter Madame Idbouros dans quelques instants. Passons maintenant à l'ODD 6, l'ODD sur l'eau. Nous savons tous que l'eau est une denrée précieuse dans la région à climat aride de l'arganeraie, et donc ces communautés ont développé des technologies vraiment ingénieuses de conservation de l'eau,
qui s'appuie sur des réservoirs souterrains de collecte d'eau de pluie, avec des systèmes de comités coutumiers qui gèrent et assurent une utilisation durable de cette ressource si rare. Et je pense que beaucoup d'autres pays pourraient apprendre de cela. Et c'est là un rôle important que peut jouer l'IRD, que peut jouer la Fondation et les Nations Unies, bien évidemment, à travers un partage de connaissances. Donc le webinaire que nous avons aujourd'hui, je pense, ouvre aussi les yeux sur toute cette approche écosystémique et j'espère qu'on nous écoute bien au-delà du Maroc. En ce qui concerne l'ODD 8, celui sur le travail décent et la croissance économique, le secteur de l'art gagné est aussi un secteur très important en termes d'autonomisation économique et d'inclusion financière des communautés locales dans les zones rurales. Et les coopératives contribuent à promouvoir les possibilités d'emploi durables et donc elles doivent être soutenues. Et nous, au sein des agences des Nations Unies qui opèrent au Maroc, surtout à travers le PNUD, la FAO, l'ONUDI, il y a vraiment un travail qui s'est développé au fur et à mesure des années en formant un nombre très important de producteurs d'huile d'argan, aussi bien des coopératives que des entreprises, sur les normes d'hygiène et sanitaire, en développant des chaînes de valeur, en offrant un appui technique personnalisé, en facilitant l'accès au marché national et international, et enfin en aidant à obtenir la certification biologique. Donc ce sont des initiatives qui ont d'ailleurs perduré durant la pandémie et qui ont ainsi contribué à atténuer l'impact de la crise sanitaire sur les populations. En ce qui concerne l'économie, j'ai aussi, je pense, je n'ai pas besoin de rappeler à cette audience que ces dernières années, la demande mondiale d'huile d'argan a augmenté, les exportations ont plus que doublé. Il y a donc un énorme potentiel à continuer à regrouper les petites coopératives, les petites entreprises sous différentes marques collectives pour produire des produits finis qui vont leur permettre d'accéder à des marchés de niche haut de gamme et à devenir plus compétitifs sur le marché mondial. Donc, transitionnons maintenant de l'économie vers le climat. Vous le savez tous, l'année 2020 était censée être l'année du climat. Elle est malheureusement devenue l'année de la Covid-19. Mais 2021, nous essayons de vraiment remettre le focus sur la question du climat. Dans 17 jours exactement, la COP26 va avoir lieu à Glasgow. Et comme vous le savez tous, la COP15 sur la biodiversité se tiendra l'année prochaine en Chine. Et à la pré-COP 15 en Colombie, au mois d'août dernier, le secrétaire général des Nations Unies a été très clair, M. Guterres. Il a appelé à beaucoup plus d'ambition et à l'adoption d'un nouvel accord qui soutienne vraiment les écosystèmes, qui aident l'humanité à s'adapter et à renforcer sa résilience au changement climatique. Et bien évidemment, quand on pense à de tels écosystèmes, on pense immédiatement à l'arganerie, qui améliore la résilience ainsi que l'adaptation au changement climatique, avec donc un impact direct sur les ODD 11, 12, 13 et 15. C'est une barrière à la désertification, nous le savons tous. Et donc, comme indiqué au début de mon intervention, l'UNESCO a reconnu la zone de l'Arganeraie comme réserve de biosphère en 1988, notamment pour ses caractéristiques naturelles exceptionnelles en termes de biodiversité. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce label, celui-ci est octroyé aux sites reconnus par l'UNESCO comme sites qui permettent de tester des approches multidisciplinaires. Donc, on en parlait au tout début de ce webinaire, pour concilier conservation de la diversité naturelle et culturelle, Daniel l'a bien mentionné, et développement économique et social. Donc, ils nous permettent ainsi d'apporter des solutions locales aux défis mondiaux en s'appuyant sur des connaissances qui sont locales et scientifiques. Et le bureau de l'UNESCO à Rabat travaille avec l'ANZOA pour le développement intégré de la réserve. Et donc, on est aussi dans cette recherche-action dont Daniel a parlé juste avant moi. Le PNUD a aussi contribué à travers un projet avec l'Agence pour le développement agricole à l'introduction d'un mode innovant de cogestion de l'arganerie qui est basé sur un écolabel et qui couvre 4 filières de produits du terroir. Donc nous avons les plantes aromatiques et médicinales, l'huile d'argan, le miel et la viande de chèvre, ainsi que les services du tourisme rural. Donc un écosystème qui va bien au-delà, encore une fois, de la seule huile d'argan. D'autres initiatives du système portent sur la lutte contre l'érosion ou pour la conservation de la biodiversité, ainsi en partenariat avec la FAO. 114 variétés locales dans 5 sites oasiens ont été collectées et intégrées à la banque de gènes dans le centre régional de la recherche agronomique de l'INRA à Settat.
Je pense que je suis probablement arrivée au bout du temps qui m'a été alloué. Alors, permettez-moi de terminer avec l'ODD 17 sur les partenariats pour parler du potentiel énorme de coopération sud-sud et triangulaire autour de l'Arganeraie. La coopération sud-sud, on le sait bien, a été consacrée par le Maroc comme un axe stratégique de sa politique étrangère. Et à travers elle, nous pourrions vraiment permettre à de nombreux pays en Afrique, mais aussi bien au-delà de l'Afrique, de bénéficier de l'expérience, du savoir-faire, des meilleures pratiques, notamment en matière de recherche autour de l'arganier. Et donc, c'est une occasion supplémentaire de mettre les compétences marocaines au service de la vision de prospérité de l'Afrique. Pour ce qui concerne le système des Nations Unies au Maroc, nous restons engagés auprès du gouvernement, auprès de tous les partenaires. Je suis vraiment ravie de voir que cette table ronde associe aussi la société civile et j'espère le secteur privé nous écoute et surtout les populations qui vivent de l'arganeraie pour travailler main dans la main à la préservation, à la prospérité durable et inclusive ainsi qu'au rayonnement international de l'arganeraie. Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous étiez dans les délais, c'est parfait, pas de problème. Donc, on retient bien de ce sujet singulier à une offre planétaire, en quelque sorte, n'est-ce pas, hein, qui, encore une fois, pourrait beaucoup nous servir. Il m'est venu une phrase en vous écoutant, c'est l'art de récolter le soleil. L'arganeraie, c'est l'art de récolter le soleil et de cultiver la pluie. Je pensais à une autre aussi, qui est de Francis Allais, que vous connaissez probablement bien, et qui nous rappelle dans la plupart de ses bouquins que l'arbre, puisque c'est quelqu'un qui a ramené aussi ces notions d'agroforesterie il y a fort longtemps, sous nos latitudes, il nous dit que l'arbre, c'est finalement le seul modèle de développement vraiment durable que l'on connaisse, et qui permet de gagner sa vie, de protéger. Enfin, je vais pas redire tout ce que vous avez très bien dit. Merci beaucoup, en tout cas. Eh bien, nous accueillons maintenant Cathy Malawi, puisqu'on va parler de la feuille de route, puisque on va continuer et vous allez continuer ce beau travail de filière, évidemment, aussi, hein, et puis cette approche multi-acteurs, et puis fondamentalement, ce qui nous préoccupe, et vous l'avez évoqué, bien évidemment, c'est la question de la labellisation. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Et qu'est-ce qu'il en est de ce label? Voilà. Nous vous écoutons. Merci. Merci beaucoup, Alain, de cette introduction. Je commencerai bien sûr par vous dire combien je suis à la fois ravie et honorée de faire partie de cette table ronde. Et j'ai bien volontiers répondu à l'invitation de Monsieur Renaud Fichet et de l'IRD, et je vous en remercie. Donc, c'est très difficile de passer après Madame Lopez-Ekra. C'est un exercice vraiment très pas simple. Elle a su absolument d'une manière comme à son habitude brosser un tableau extrêmement complet de toute l'importance de cette filière sur les différents niveaux. Donc, si vous me le permettez, je vais m'appuyer pour tenir mes propos. Essentiellement, l'objectif, ça sera de vous présenter un petit peu l'esprit dans lequel la Fondation travaille et dans lequel elle a été même conçue. Et à travers cela, ça servira les supports serviront à illustrer un peu sur le terrain comment les différents projets de la Fondation impactent la filière et comment surtout ils ont la grande ambition de répondre à un certain nombre des nombreux objectifs du développement durable, donc des 17 cités et présentés par Madame Lopez. Donc je vais partager mon écran rapidement, je l'espère. Je ne sais pas si vous voyez mon écran correctement. Oui. Très bien. Okay. Très bien. Donc rapidement, en 2 mots, je me présente aussi avec la casquette d'enseignante. Je suis professeure de pharmacologie à la faculté de médecine pharmacie de Rabat. Et au sein de la même faculté, j'ai la chance de diriger une équipe de recherche qui est totalement dédiée aux médicaments à base de plantes.
Et c'est comme ça que donc on s'est retrouvé on est un certain nombre à travailler sur la valorisation thérapeutique, pharmacologique d'abord et thérapeutique ensuite, des principes actifs extraits de l'arganier. Donc, il faut aussi que ça défile. Voilà. Donc la création de la fondation, en fait, elle est arrivée à un moment où nous étions un certain nombre de chercheurs à nous retrouver très régulièrement dans les congrès scientifiques dédiés à l'arganier, et où congrès après congrès, on s'apercevait que les problèmes continuaient à se présenter de la même façon, étaient toujours les mêmes, et que nous avions aussi une mission en tant que chercheurs de dézoomer, on va dire, sur cette thématique et d'aller voir sur le terrain pourquoi un certain nombre de problèmes se posaient. Et sur le terrain, il y a évidemment une population qui est importante, on verra quelques chiffres tout à l'heure, qui vit totalement de cette filière. Et donc, la fondation, enfin, à l'origine, c'était simplement l'idée de créer une association pour la recherche sur l'arganier. Nous avons demandé à son Excellence, M. André Azoulay, de bien vouloir présider cette association. Il a accepté la présidence et il a présenté les statuts à Sa Majesté, qui a décidé que ça allait être tout de suite une fondation et non pas une association, qui allait porter son nom, qui allait avoir cet honneur, et qui allait s'occuper non seulement de s'occuper de la côté recherche, mais également du côté sauvegarde de l'arganier. Donc, elle a été intitulée Fondation Mohamed VI pour la recherche et la sauvegarde de l'arganier. Nous sommes le 9 mai 2004, un jour près de la date de journée internationale de l'ONU. Nous sommes à Essaouira, siège social de la Fondation, tout simplement parce que l'arganerie d'Essaouira est une très belle arganerie dense et extrêmement bien conservée. Donc, à l'origine, le but essentiel, c'était de représenter une ONG pour fédérer un peu. Le mot fédérer était trop ambitieux, il l'est toujours encore aujourd'hui, 17 ans plus tard, parce que les intérêts des intervenants, des intervenants de la filière sont très différents. Les chercheurs universitaires, l'administration, ministère de l'Agriculture, au commissariat aux eaux et forêts, les industriels, les commerçants, les coopératives féminines, bien évidemment, de production d'huile d'argan, et les autres associations à but similaire. J'ai un peu de mal à faire défiler rapidement mes diapos, je ne sais pas à quoi c'est dû. Là, ça ne défile pas. Je vais peut-être quitter le mode... Si vous voulez, parce que malheureusement, nous ne pouvons pas vous aider. Mais essayez peut-être d'enlever le mode plein écran. Voilà. Et ça ne va pas être très... vous y voyez quand même suffisamment. On va faire comme ça. Je vais peut-être agrandir, mais voilà. On va faire comme ça si ça ne vous ennuie pas, parce que sinon, on va perdre beaucoup de temps pour le défilement. Bon, pour l'instant, je vois très bien, hein, en tout cas. Voilà, ça, on n'est pas en diaporama, mais ce n'est pas grave. Si vous voyez bien, c'est l'essentiel. Donc, motiver tout cela par le premier discours de Sa Majesté, de son premier anniversaire d'intronisation, dans lequel Sa Majesté a clairement énoncé que nul développement social n'est possible en l'absence de croissance économique. Aussi est-il nécessaire de bâtir une économie nouvelle, capable d'accompagner la mondialisation et de relever ces défis. Si nous avons opté pour l'économie de marché, cela ne signifie pas que nous cherchons à établir une société de marché, mais une économie sociale où se conjuguent efficacité économique et solidarité sociale.
Donc, nous sommes le 30 juillet 2000. La fondation a été créée en 2004, le temps de nous organiser pour apporter notre part d'effort à cet appel lancé par Sa Majesté. Rapidement, le Largani, je ne vous le présente pas, il n'y a que quelques chiffres qui sont parlants, qui méritent d'être rappelés. Ce sont les chiffres de la déforestation qui malheureusement continuent aujourd'hui à perdurer. Nous continuons de perdre, on est à un plateau depuis un certain nombre d'années, mais c'est des chiffres qui continuent de perdurer. 600 hectares de forêts d'arganier qui sont perdus annuellement pour différentes causes dont on pourra parler par la suite pendant le débat probablement. La population qui vit de ce système est estimée en tant que population rurale à 2,5 millions d'habitants et en tant que population qui vit de la filière à 3,5 millions de Marocains qui vivent de manière directe ou indirecte. Donc la chaîne de valeur qui est la nôtre, la chaîne de résultats en fait qui est celle de la fondation, on retrouve un certain nombre des ODD cités par Madame Lopez tout à l'heure, puisque effectivement on va beaucoup avoir à travailler sur le 5 puisqu'il s'agit d'une histoire de femmes, donc le côté genre est totalement présent. Les énergies propres avec le 7, puisque nous avons un grand programme justement pour lutter contre la déforestation, de remplacer l'utilisation du bois d'argan traditionnellement utilisé pour le chauffage ou pour la cuisson des aliments, le remplacer par l'énergie solaire. Le 8 pour le travail décent, bien sûr, et la croissance économique, vu la manne économique que représente l'huile d'argan. Le 13 pour les changements climatiques, la lutte contre les changements climatiques et la vie terrestre. Donc, on s'appuie sur un nombre important de conventions internationales qu'on verra dans quelques exemples, le protocole de Nagoya, le PCI de l'UNESCO, l'ECOSOC dont nous avons l'honneur d'être membre, donc le Conseil économique et social des Nations Unies, et le Fonds vert climat également dont on est membre. Les partenaires internationaux sont très nombreux, ça peut être des ONG et c'est souvent aussi surtout beaucoup du privé, c'est-à-dire des grands groupes cosmétiques qui vivent de gammes cosmétiques à base d'huile d'argan. Le cadre national, ce sont évidemment les tutelles, les eaux et forêts, l'agriculture, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, puisqu'on est très présent dans les écoles, et le privé avec des industriels, notamment un industriel pharmaceutique qui accompagne la fondation, qui a été donc fondateur, les laboratoires Proper Pharma. Le cadre local, extrêmement, c'est la base de tout, c'est nos actions sur le terrain qui sont complètement parrainées et accompagnées par la région, par la province et par les communes. Un des premiers chantiers de la Fondation pour répondre justement à la fameuse équation Arganier égale Maroc, c'est ce que tout le monde attend et c'est ce que tout le monde défend. On a, dès 2004, en octobre 2004, nous étions à l'OMPIC, donc l'Office marocain de la propriété industrielle, pour demander comment on peut arriver à cette équation à l'heure où il y avait beaucoup de contrefaçons, beaucoup de failles dans différents systèmes. Et l'OMPIC nous a répondu qu'il était impossible de poser cette équation Arganier égale Maroc. Tout simplement parce que l'arganier est une espèce végétale, donc elle n'est pas brevetable, elle appartient à l'humanité. Par contre, ce qui peut être défendu par le Maroc en tant que pas propriété, mais en tant que atout, c'est tout ce qui va sortir de cet arganier, tout ce qui va être produit. Et évidemment, l'huile d'argan. Excusez-moi, oui. Nous ne voyons toujours pas vos images et on a beaucoup de problèmes de son. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Si vous voulez éventuellement relancer. Le son, ça va, mais on est bloqué sur la diapositive.
avec donc le président, M. André Azoulay. Ouais, Ah, vous n'avez pas... Pas du tout. Ouais, non. On est bloqué sur cette diapositive, excusez-nous. Hein. Attendez, Visiblement, ça n'a pas quitté l'écran. D'accord, je vais refaire le partage. Et on va voir si ça marche. Dans tous les cas, vos propos sont clairs, il n'y a pas de souci, hein, nous arrivons à suivre, mais il manque l'image. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que Mathilde a une copie de la présentation, donc elle peut la faire défiler et puisque vous m'entendez, on peut faire comme ça. Moi, j'avoue que j'ai quelques problèmes de son, mais visiblement, je suis le seul, donc continuez, pas de souci. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai partagé votre diapositive. Oui, arrive, voilà. C'est bon, ça fonctionne, oui. Ok, vous en êtes à laquelle? Voilà, parfait. Donc, j'étais à la suivante encore, Mathilde, s'il vous plaît. C'est voilà, là où il y a la bouteille d'huile d'argan. Encore. Next, celle-ci. Voilà. Là, c'est bon? Parfait. Donc, j'en étais à l'OMPIC, donc qui nous présentait un outil dont il dispose toujours, qui s'appelle donc l'indication géographique protégée. Un outil extrêmement connu en Europe, notamment en France, qui protège les produits du terroir et que le Maroc n'avait pas encore utilisé parce qu'il n'avait pas le texte de loi applicable à l'IGP. Donc, l'OMPIC avec la Fondation, a très vite compris l'intérêt de protéger l'huile d'argan en tant qu'IGP. Et en l'espace d'une année, ils ont rédigé leur texte et ils l'ont fait voter rapidement avec le soutien de la Fondation. Et là, c'est l'occasion de remercier notre président pour toute la célérité qu'il peut apporter pour les textes de loi, pour leur présentation aux différentes instances nationales. Donc, le texte de l'OMPIC a été voté 1 an après par nos députés et il faisait office de la création du registre des indications géographiques protégées au Maroc. Et nous étions le premier pays d'Afrique à avoir notre registre des IGP. Ça veut dire que tous les produits, pas seulement du terroir, mais tous les produits marocains, pour peu que les producteurs réussissent à prouver le lien entre le produit et la qualité de ce produit, peuvent bénéficier de cette protection. Et donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de produits qui ont suivi l'huile d'argan, 5 ou 6 produits. Et en parallèle, le ministère de tutelle, donc c'est la formule qu'a proposée la Fondation, que le maître d'œuvre s'assoit par rapport à cette IGP, puisque c'est la tutelle de l'huile d'argan, et nous parlons d'un arbre fruitier, puisque l'huile est issue du fruit. C'est la tutelle, ça ne pouvait être que le ministère de l'Agriculture, pas les eaux et forêts. À l'origine, on pensait qu'ils pouvaient partager la tutelle, mais nous ne parlons pas du tout d'un arbre forestier, nous parlons de l'huile d'argan, donc d'un arbre fruitier. Et c'est comme ça que la maîtrise d'œuvre a été confiée au ministère de l'Agriculture, qui a sorti son propre texte sur les signes distinctifs d'origine et de qualité de l'huile d'argan en 2008. Donc aujourd'hui, vous avez ce sigle-là, IGP, qui témoigne pour le consommateur qui va acheter une huile IGP, qui va lui garantir une traçabilité par rapport à la qualité de l'huile, bien évidemment, d'où elle vient, de quelle forêt, comment ont été collectés ces amendons, transportés, triturés, etc. Mais également, elle va lui garantir un juste retour de bénéfice à la femme productrice, organisée en coopérative ou pas, et même aux industriels, parce que la filière est organisée à peu près à 80% de femmes en coopérative et 20% d'industriels privés qui produisent l'huile d'argan. Next, s'il vous plaît, Mathilde. Pardon. Voilà, donc ça c'était l'IGP aujourd'hui qui continue son cours. Les professionnels sont organisés en interprofession et on a bouclé
une première étape de labellisation. Ce n'est pas la dernière. La lutte contre la déforestation, toujours avec ces fameux 600 hectares, donc nous a poussé à créer un programme ambitieux intitulé Programme énergie solaire en Arganneray, avec 2 composantes, des cuiseurs solaires et un four solaire qui est tout à fait autre chose. Les cuiseurs, c'est un outil au quotidien pour la femme, un outil de famille pour préparer les repas et à base de, donc, utilisant uniquement l'énergie solaire, très facile de montage et permettant, les chiffres théoriques d'évaluation parlent de 5 à 10 kilos de bois d'économie par jour et par cuiseur. Ça, c'est une économie de bois. À côté, il faut considérer toute l'économie de santé pour cette femme arganière qui a l'habitude de faire cuire ses repas au charbon et donc avec les émanations de gaz à effet de serre et les effets néfastes des fumées de charbon sur sa santé et la santé de sa famille. Donc, pour parler à ces femmes arganières de ce cuiseur, il n'était pas question de leur présenter directement et de leur demander de l'adopter. On a choisi de passer par les enfants vivant en argannerie et donc on est installé sur 3 écoles en argannerie où on a monté des cantines solaires, scolaires, où les instituteurs jouent très bien le jeu et des repas sont préparés et les mamans sont invitées régulièrement à venir partager les repas de leurs enfants qui ont été cuits avec donc il y a 40 cuiseurs par école et les mamans, là vous le voyez sur les photos, c'est des binômes maman-enfant qui montent les cuiseurs et qui dégustent ces repas. Suivante s'il vous plaît Mathilde. Donc, c'est un programme qui a très bien marché, qui a reçu un certain nombre de prix, qui a été labellisé à la COP22. Aujourd'hui, là, on est passé à la 2e phase, c'est la phase d'évaluation pour vérifier que les chiffres sur le terrain sont bien les chiffres théoriques. Et on vient d'entamer la 3e phase, next, sur la création de la première coopérative, cette fois-ci non pas d'huile d'argan, mais une coopérative de fabrication de cuiseurs solaires au Maroc pour pouvoir être autonome par rapport à l'approvisionnement en cuiseurs. Et donc, nous avons choisi de le faire dans le cadre d'un projet ambitieux qui a été financé par l'AFD très récemment, l'année dernière, où avec l'ensemble de nos partenaires, nous avons donc travaillé la sensibilisation des jeunes filles diplômées de l'OFPPT en énergie solaire pour monter cette première coopérative de fabrication et montage des cuiseurs solaires. Donc, phase 3. Suivante. On reste dans le programme solaire rapidement, mais là, ça reste un projet qui n'a encore pas vu le jour. C'est le 2e produit de la société Four Solaire Développement qui commercialise en France, donc dans la région de Montlouis, où en France, vous avez le seul four solaire en fonction au monde. On a comme ambition d'installer ce four solaire dans la région de Safi. Safi qui souffre beaucoup de sa réputation de ville très polluée, avec les fumées des potiers, les potiers qui utilisent tout le couvert vert et toute la biodiversité de la région, pas seulement l'argan. Et avec un four de ce type, on ambitionne d'arriver à une économie de entre 100 et 110 hectares de forêt par an. Donc sur les 600 que nous perdons, next s'il vous plaît, ça reste très très appréciable. Dans la foulée de ce programme, on a monté un premier village entièrement autonome en termes d'énergie qui a été inauguré en 2017 dans la région des Saouira, identifié par les autorités locales toujours, un village enclavé qui ne pouvait pas être raccordé à l'eau et à l'électricité et avec 3 composantes, une composante photovoltaïque. On a fait le montage complet de l'éclairage du village, l'éclairage domestique à l'intérieur des foyers, une station de pompage d'eau, donc un puits qui fonctionne H24, un hammam, un bain mort pour 8 personnes par jour, un four à pain collectif côté thermique,
avec la production de 60 à 70 pains par jour pour la population, et bien sûr les fameux cuiseurs solaires qui continuent d'avoir beaucoup de succès. Et à côté, nous avons monté, avec l'aide de nos partenaires des grands groupes cosmétiques, ici en l'occurrence, il s'agissait du groupe La Phocéenne de Cosmétiques et le groupe Intermarché en France, un atelier des savoir-faire ancestraux, les fameux savoir-faire qui ont été protégés en tant que patrimoine culturel immatériel dans la démarche que nous avons promue et coordonnée et dont on parlera rapidement tout à l'heure. Donc, le système avec les intervenants, avec les partenaires est très simple. C'est que les partenaires reversent, nous montons des opérations dans lesquelles, par exemple, un des premiers, ça a été le groupe Pierre Fabre, qui reverse à la Fondation 1 € sur chaque produit de la gamme, en l'occurrence la gamme Argan, qui est vendue, et donc pendant une durée de temps qui est convenue entre nous. Et ce montant qui est récolté par une opération comme ça va financer directement l'un de nos projets. Donc, en fait, on a un panier de projets qu'on présente à chaque partenaire qui nous sollicite. Et en fonction de ses affinités, il peut intervenir sur la régénération de la forêt ou sur ici la lutte contre la déforestation avec le programme solaire ou le support de coopératives ou autre. Donc, on verra différents exemples comme ça. Suivante, s'il vous plaît. Je suis désolé, Cathy, mais votre temps est dépassé, donc il vous reste peu de temps, si c'est possible. Donc, je vais aller très vite. J'ai Désolé, parlé de tout. mais... Allez-y, Mathilde. C'est des photos, voilà. Là, c'est le logo de la Fondation sur les produits. Les coopératives où on intervient en conseil stratégie développement, avec tout ce qu'on peut leur apporter en partenariat. La recherche en arganerie qui est omniprésente avec les doctorats, les mobilités, les brevets, les publications, bien sûr. Allez-y. Le patrimoine culturel de l'UNESCO, c'est donc on a promu et coordonné cette action en allant taper à la porte de la direction du patrimoine, ministère de la Culture, pour déposer ce dossier auprès de l'UNESCO. Et la décision a été adoptée en 2014 et on prévoit donc d'embrayer maintenant sur les trésors vivants de l'humanité pour les femmes arganières. Suivante. Le protocole de Nagoya, où la Fondation vient, on est dessus depuis 2011 en tant que ONG. Et donc, très récemment, on a été identifié comme partenaire de l'État et de l'autorité compétente qui est le ministère du Développement durable. Le Maroc a signé le protocole, mais il ne l'a pas encore ratifié. Un protocole suivant qui va régir un petit peu les conditions d'accès à la ressource génétique arganière et les conditions de partage des bénéfices de cette ressource. Suivante. Voilà, et les 4 composantes interconnectées pour nous, ça reste le plaidoyer, la promotion et la coordination, la recherche et l'engagement communautaire. Tout ça, suivante, pour une recherche-action, évidemment, avec une recherche-développement, oui, mais recherche et développement durable. C'est ça c'est notre créneau. On est sorti depuis un certain temps de la R&D pour entrer dans ce qu'on a appelé la RDD. Voilà, je vous remercie infiniment et je suis désolée si j'ai un peu débordé par rapport au temps. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais sans transition, on a parlé de la place des femmes, évidemment, prépondérante. On a parlé d'humanité, peut-être d'humilité, un petit peu de coopération, de valorisation. Donc, je donne maintenant la parole à Jamila Idrou pour nous faire un petit état des lieux sur cette question de coopération et de valorisation. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci aux organisateurs, à l'ERD. Et je suis ravie d'écouter les intervenants, ravie d'écouter aussi Madame Lopez Ekra avec sa présentation et Madame Katim Alaoui. Alors, je vais pas me tarder parce que ils ont parlé un peu de toute la structuration de la filière. Je vais témoigner par rapport à l'Union des coopératives des femmes de l'Argannerie, ainsi que le rôle des femmes dans la création des activités socio-économiques et leur rôle aussi dans le développement durable dans la filière de l'arganerie, et surtout au milieu rural, ainsi que la partie de production, commercialisation de l'huile d'argan et l'impact aussi des programmes d'appui pour la valorisation de ce produit, ainsi que dans la création des activités régénératrices de revenus. Et citons ici notre collaboration avec les institutions de recherche comme la Fondation Mohamed VI pour la recherche scientifique et sauvegarde de l'arganerie, ou aussi d'autres ministères et des institutions de l'État marocain, surtout dont notamment le ministère de l'Agriculture et toutes les institutions de ce ministère. Et tout ça, c'est sous la volonté sage de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui accorde un intérêt pour la femme rurale et aussi pour le rural. Alors, je ne vais pas me tarder trop, je vais... c'est-à-dire pour parler de l'organisation des coopératives, il faut parler de la structuration, dans l'intérêt et l'obligation de se regrouper dans des unions des coopératives ou bien des coopératives ainsi que des IUE. L'Union des coopératives Tissaléouine a été créée en 1999 avec l'initiative de 4 coopératives au début. Et après la réussite de l'expérience, il y avait l'adhésion de d'autres coopératives jusqu'à avoir aujourd'hui un nombre de 18 coopératives sur l'ensemble des provinces d'Argani, notamment la région de Souss-Massa, Guelmim-Ouadnoun, ainsi que Marrakech, Tensift. Aujourd'hui, nous sommes 1400 femmes productrices au milieu rural qui produisent l'arganier et aussi la valorisation de ce beau produit et des autres produits de terroir qui sont dans la forêt de l'arganerie. Les femmes des coopératives, ils maintiennent l'employabilité et la création d'activités socio-économiques au milieu rural, ainsi que la préservation de cet arbre. Comme l'arganier, c'est la seule ressource ou bien la source de revenus de ces femmes. Ce qui fait qu'ils participent à la préservation de cet arbre, bien sûr avec la rationalisation de la récolte, les bonnes pratiques, dont notamment notre l'ORF, c'est l'AGDAL, c'est-à-dire le repos biologique de la forêt, comment rationaliser la récolte et aussi comment produire l'arganier ainsi que valoriser en utilisant moins de ressources. Surtout aujourd'hui, cet arbre qui subit des effets des changements climatiques. La pluviométrie très rare, on a le problème de canicule et aujourd'hui, on est dans un grand problème de gestion de matières premières avec les années de sécheresse successives. Et ça, c'est très important pour le développement de cette filière. C'est la préservation de cette ressource et aussi de faire des programmes de gestion durable et aussi des activités parallèles pour, bien sûr, préserver cet arbre. Madame Katim Alaoui, il a parlé d'un certain des programmes ou bien de mesures de préservation de l'arganier, comme on a eu l'occasion de travailler ensemble dans la création de l'association des énergies renouvelables et développement durable, là où il y avait le programme des cuiseurs solaires ainsi que des séchoirs, comme ça pour minimiser l'utilisation et la coupe du bois, ainsi que de faire des bonnes pratiques pour la gestion durable de la forêt de l'arganier. Et bien sûr, il y aura d'autres programmes qu'on va travailler ensemble pour la préservation de cet arbre. Et Madame Lopez, elle a cité
1998, là où il y avait la reconnaissance de l'Arganier en tant que réserve de biosphère, il y avait trois années clés et très importantes pour cette filière. Il y avait 98, 2014, comme la reconnaissance ou bien l'ajout de l'Arganier dans la liste des savoir-faire ancestrales, c'est grâce aux femmes des coopératives, et la relation très forte est liée entre la forêt de l'Argane ainsi qu'avec les femmes. Comme c'était les gardiennes de cette forêt, mais aussi c'est l'assurance de transfert de technologie. Nos parents, ils nous ont laissé ce savoir-faire. Aujourd'hui, il y a une génération qui est en train de développer et de travailler en collaboration avec plusieurs institutions nationales et à l'échelle internationale. Et je remercie tout le monde ici pour l'intérêt de cette filière qui est caractérisée par l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas n'importe quelle filière, mais une filière qui valorise la ressource, mais elle valorise aussi l'être humain. Dans les années 90, ce produit, il n'avait pas d'identité. C'était, oui, la production de l'Arganier qui est vendue sans identité. Nous perdons le... Hey. Vous êtes comme moi, les uns les autres, sans son? Oui, on a perdu le contact. Ah, on a perdu aussi. J'ai perdu aussi. On a perdu. Hein. On va attendre peut-être un petit peu qu'elle se reconnecte, parce que généralement, quand ça se passe comme ça, ces coupures, on continue à parler, on ne se rend pas tout de suite compte qu'on a été coupé. Du coup, il faut un petit peu de temps pour réaliser, pour éventuellement faire la reconnexion. Mais bon, les joies du direct. Les joies du direct. Du coup, compte tenu de l'heure, nous prendrons quelques questions. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, Jamila, êtes-vous revenue? Mathilde, avez-vous des informations à nous donner? Probablement pas plus. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je ne sais pas sur quel niveau il y avait l'arrêt de... Alors, je parlais de certification, c'est-à-dire le rôle des institutions dans l'accompagnement de l'ensemble des coopératives. La connexion est plus qu'instable, Jamila. Oui. Moi, ça va, moi. En ce qui me concerne, je ne sais pas vous. Moi, c'est bon. C'est bon pour oui, vous? moi aussi, ça va. Okay. On entend bien. Alors, allez-y. Merci. Bon, on a parlé trop vite, on n'entend plus. Je n'ose pas l'appeler si jamais elle est connectée avec son téléphone sur Teams. Bon, je pense qu'on peut effectivement voir s'il y a quelques questions et puis attendre de voir si elle se reconnecte. Sur la dégradation. Ouais. On avait une question sur la dégradation. Est-ce que peut-on parler d'une dégradation de l'Arganeraie? Si oui, pourquoi et quelles solutions? Est-ce que l'un d'entre vous peut nous éclairer sur cette première question? Moi, je peux donner quelques premiers éléments par rapport aux causes de la déforestation, parce que là, il faut remonter un peu, relativement un peu loin. On remonte au début du XXe siècle, on était à une densité environ de 150 arbres à l'hectare. Et aujourd'hui, on est à une cinquantaine d'arbres à l'hectare. Donc, c'est pour ça qu'on parle de déforestation.
Bon, la densité, elle varie aussi en fonction des régions. Je parlais de des forêts de la région d'Essaouira. La région a toujours été relativement plus dense que dans le Souss-Massa. Mais il se trouve que la plus forte surface d'Arel-Ganré, on a 820 000 hectares à l'échelle du Maroc, dont 740 000 dans le Souss-Massa. Donc Essaouira, c'est pas beaucoup. La grosse majorité de la forêt se situe dans le Souss-Massa. Et c'est là où il fait le plus beau, et il fait bon, et l'agriculture rayonne. Et donc, ça fait partie des causes de déforestation, c'est que on peut voir des parcelles d'Arganré être décimées au profit de cultures autrement plus rentables par rapport par la population. On peut remonter à plus loin que ça, au début de la Première Guerre mondiale. L'arganier, comme il a énormément d'atouts, des fois c'est pas une bonne chose d'être vraiment performant sur tout. Il a également un bois qui est d'excellente qualité et il se consume très 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 lentement. Donc, à l'époque de la Première Guerre, on voyait partir des bateaux chargés de bois d'argan pour chauffer l'Europe parce qu'il avait vraiment cet intérêt très important. Les soucis ont commencé donc à cette époque-là. Après, il y a eu ces cultures intensives et surtout, une des raisons de déforestation massive, c'est forcément la population qui vit dans cette forêt et qui n'a pas d'autre moyen de se chauffer ou de se nourrir, si ce n'est que d'abattre du bois d'argan pour cela. Donc, on n'a décemment pas le droit de leur interdire. D'abord, on ne peut pas leur interdire parce que le droit forestier leur accorde tous ces avantages. Les textes qui régissent la forêt d'argan sont relativement anciens. Les plus récents datent des années 50. Et donc, ils ont un droit d'utiliser le fourrage de l'argan pour leurs troupeaux de caprins. Ils ont le droit d'utiliser bien sûr le fruit pour leur consommation propre et comme source de revenus. Et ils ont le droit d'aller chercher du bois dans la forêt. De toute façon, encore une fois, on ne peut pas interdire à quelqu'un quelque chose si on ne lui propose pas une alternative. Et donc, c'est pour ça que pour nous, il était évident qu'un pays comme le Maroc, ne pas exploiter l'énergie du soleil, ça serait c'est un non-sens absolu. Donc, ça, c'est des multiples raisons, mais il y en a d'autres. D'accord. Sylvia, vous voulez intervenir peut-être? Très, très rapidement, parce que je pense que Madame Alaoui était très claire, c'est juste pour montrer l'interconnexion de tous ces éléments. Je pense qu'il y a vraiment une interdépendance. Elle parlait juste à l'instant de proposer des alternatives aux populations. Et je pense que l'exemple du solaire dont elle a parlé montre l'impact de ces alternatives, non seulement sur la préservation du bois, et de la déforestation, mais aussi sur la santé, avec les fumées qui ne sont pas respirées, probablement sur l'éducation des jeunes filles, avec des corvées ménagères qui sont diminuées. Donc, il y a vraiment ce besoin de réfléchir en système et pas secteur par secteur, dont on en revient encore une fois à ce que M. Fichet disait au début de la séance, ce besoin de travailler en collaboration avec tous les acteurs, tous les partenaires, pour vraiment pouvoir démêler des nœuds qui sont extrêmement complexes et interreliés. Merci. Oui. Je ne sais pas si Jamil est revenu ou pas. On n'a pas d'informations. Il n'est pas disponible. Bon, ok, merci. Je voulais juste compléter un peu, et tout à fait d'accord avec justement le fait qu'il y a une multiplicité des explications, effectivement, à cette réduction et à cette attaque sur la forêt d'Arganier. Et du coup,
une complexité et qui fait justement tout l'intérêt de bien associer toutes les personnes impliquées pour arriver à trouver des solutions qui soient viables, effectivement. Parce que sinon, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, pardon, le risque, c'est effectivement de prendre des décisions qui n'auront pas les effets escomptés. Donc, c'est vrai, et il y a un effet aussi climatique majeur, qui est vraiment le réchauffement climatique, la déforestation et la désertification. Et justement, l'arganier a un rôle à jouer justement pour tamponner cet effet et arriver à résister, avoir de la résilience, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à cet effet du changement global. Et si je peux compléter, Renaud, c'est pas évident non plus, évidemment, de réussir ce passage et de faire accepter un nouvel outil qui va rentrer dans les foyers et on rentre. C'est pour ça qu'on a choisi de rentrer vraiment sur la pointe des pieds. On est allé dans les écoles pour sensibiliser la génération montante. Et ensuite, on avait prévu au bout d'une année de faire sortir les cuiseurs sous forme de prix. C'est ce qu'on a fait, mais au bout de 2 ans, pour que les mamans aient vraiment le temps de s'adapter à cette nouvelle culture. Et à la fin de chaque année, les 3 premiers de chaque classe reçoivent un cuiseur solaire comme prix d'excellence. Donc les mamans sont derrière à encourager l'excellence des enfants pour bénéficier du cuiseur. Et on est très impatient de boucler l'étape d'évaluation parce que c'est vraiment une économie sur tous les plans. Ok, merci. Alors, on nous parle peut-être de préciser, on nous demande de préciser un petit peu de l'initiative Collab. Qui serait concerné, qui serait impliqué. On nous parle aussi de la ceinture verte. Alors, je ne sais pas si on prend toutes les questions ou pas. Qui est concerné directement par le Collab? Renaud? Alors, Collab, c'est notre initiative, hein, je dois reconnaître, hein, l'initiative IRD. Donc, qui est, alors ça rejoint ce que je disais juste avant, qui est concerné? Tout le monde, en fait. Toutes les personnes qui sont effectivement concernées. Donc, bien évidemment, les utilisateurs principaux, qui sont les exploitantes, et la finalité, en fait, c'est de rétablir des équilibres, parce qu'il y a un problème de retour sur investissement, quelque part, et de juste rétribution du travail. Donc, il faut impliquer, bien entendu, ces populations qui exploitent, ces communautés de femmes qui exploitent l'arganier, bien évidemment les autorités politiques, les décideurs, bien évidemment les privés qui seront en bout de chaîne et qui vont avoir un rôle à jouer pour faire reconnaître aussi leurs produits comme étant des produits commerce équitable. Donc, il y a toute une dynamique justement à mettre en jeu. Et on voit, l'exemple du cuiseur est assez parlant, hein, parce qu'on parle effectivement d'une grande problématique et on trouve une solution qui est une solution pratique, qui est très, très concrète, qu'il faut en même temps faire accepter. Donc, il y a toute une démarche et on aborde à travers ça, effectivement, des problématiques de santé, des problématiques de sauvegarde de la forêt d'Arganier, des problématiques sociales. Donc, il y a vraiment cette nécessité, justement, de bien rassembler toutes les personnes, et c'est le but du Collab, qui sont en charge et qui sont concernés par la gestion durable de l'Arganier, pour arriver à des résultats qui soient effectivement des résultats percutants. C'est ça vraiment l'objectif. Ok, très bien. Merci. Je crois que compte tenu de ce qu'on nous a demandé, on va en rester là. Excusez-moi, on a juste une dernière question dans le chat qui vient de s'ajouter pour Madame Ekra. Très bien. Je vous laisse nous l'énoncer, si vous voulez bien. Oui, alors c'est Mbaye qui nous remercie pour le webinaire et il demande si c'est possible de revenir sur les méthodes ou les savoirs traditionnels ou locaux utilisés pour la sauvegarde de la forêt d'Argan. Il évoque le sud du Sénégal où ces savoirs locaux sont encore utilisés. Et dans le cadre de la coopération sud-sud évoquée par Sylvia Lopez, ces expériences méritent d'être partagées pour échanger les bonnes pratiques.
Alors, je pense que la question sur les méthodes et savoirs traditionnels, probablement, Katim est bien mieux placée que moi pour répondre sur ça. Je vais juste aborder la partie coopération sud-sud. Et je pense qu'effectivement, il est très important d'accélérer la cadence de développement. On est maintenant à moins de 10 ans jusqu'à 2030. Avant la pandémie, aucun pays n'était sur la bonne trajectoire. La pandémie nous a fait dévier sur beaucoup de plans de notre rythme. Et donc, il est maintenant important de mutualiser les solutions. Je prends l'exemple, encore une fois, des cuiseurs. Des choses, une initiative qui fonctionne, un besoin de mettre à l'échelle, un besoin de vraiment faire infuser ce savoir. Et donc, il ne faut pas qu'on réinvente la roue, par exemple, dans d'autres pays où ça n'a pas encore été piloté. La même chose avec la Casamance, et donc des exemples intéressants dont nous parle M. Mbaye. Et ce qu'on voit souvent, c'est une coopération sud-sud dans des conférences. Et on veut aller au-delà de cela. Comment est-ce qu'on met en place une réelle coopération qui implique les populations, qui implique le secteur privé, qui implique les pays au-delà des praticiens et des technocrates qui sont bien évidemment très importants d'avoir autour de la table. Et donc, je pense qu'après le webinaire d'aujourd'hui, il serait très intéressant de voir des pays qui ont des situations, et je pense au Sahel, qui est aussi particulièrement affecté par les problématiques de désertification. Il y a à Rabat une agence des Nations Unies qui couvre tout le continent africain en matière de désertification. Il pourrait être très intéressant d'avoir une conversation avec l'IRD et avec la Fondation pour voir peut-être identifier des pays prioritaires où la collaboration irait beaucoup plus loin que juste le Maroc, mais inclurait ces pays-là, et les Nations Unies sont très intéressées à soutenir une telle exploration. Donc, coopération sud-sud triangulaire également, parce qu'il ne s'agit pas forcément toujours d'avoir uniquement des pays du Sud dans cette collaboration, mais on peut aussi avoir des pays comme la France, comme les pays nordiques qui sont extrêmement intéressés par le climat, qui se joignent à cette dynamique pour pouvoir aboutir à des résultats qui servent immédiatement les populations et qui ne restent pas juste au niveau national. Voilà, merci beaucoup. Je peux compléter si vous le souhaitez. Effectivement, donc les techniques qui ont été, la technique qui a été protégée en tant que PCI, c'est les savoir-faire traditionnels liés à la production d'huile d'argan, avec notamment 2 étapes qui sont des étapes impossibles à remplacer, des étapes purement manuelles, purement féminines, puisque ce sont les étapes de dépulpage de la noix d'argan qui est entourée d'une pulpe qu'on met à sécher, et ensuite surtout de concassage, parce que cette noix est impossible à faire casser par une machine. Donc dépulpage et concassage, ce sont 2 étapes typiquement qui remplissent vraiment tous les critères de ce qui peut être protégé avec ce formidable outil. Et donc, c'est les savoir-faire liés à la production d'huile d'argan qui ont été inscrits en tant que PCI. Et je profite de cette question pour répondre, peut-être rajouter un élément par rapport à la coopération sud-sud. C'est que quand on a travaillé ce formidable dossier, on a été amené à regarder les autres savoir-faire qui sont protégés à l'UNESCO, et on s'est posé la question, pourquoi ne pas essayer de nous constituer en réseau, tous les détenteurs de ce formidable outil de PCI, qu'on puisse représenter un interlocuteur unique. Quand je dis nous, je parle du côté des femmes productrices d'huile d'argan, évidemment. Et donc, à la COP22 à Marrakech, on a proposé ce projet de mise en réseau et qu'on a appelé une alliance mondiale des savoir-faire ancestraux. Et le représentant de l'UNESCO au Maroc était avec nous à ce side event, ainsi que la ministre de l'époque de l'Environnement. Et ils ont signé donc ce projet, cette alliance mondiale de savoir-faire.
Et on a commencé à identifier un petit peu les différents détenteurs de savoir-faire soit qui allaient par la suite se présenter à l'UNESCO, soit qui avaient déjà eu le PCI. Et au Sénégal, l'éventail est extrêmement riche. On a eu de formidables femmes pêcheuses du Sénégal qui se sont inscrites dans cette alliance. Et les cuiseurs solaires sont présents à Dakar, parce que le fournisseur mondial qui a le monopole est aussi sur Dakar. Donc, on pourra en discuter avec grand plaisir avec cet intervenant. Grand plaisir. D'accord. Donc, si on arrive au bout, je crois, là, je vous demanderai encore une petite minute d'attention, là. Je voulais vous dire qu'en fait, cette première table ronde, c'est un exercice. Je trouve que 2021, c'est l'année de la biodiversité. Tant est que la biodiversité ait besoin d'une année, mais c'en est une. Et que, en fait, on avait décidé de faire un cycle de table ronde sur les défis de la biodiversité en Méditerranée. Et cette table ronde-là, c'est la première, c'est le premier exercice qu'on fait dessus. Donc, il y aura d'autres tables rondes qui vont suivre. Je les citerai, donc on en a 3 qui sont prévues. Une première session qui est intitulée « Les zoonoses, des menaces anciennes de plus en plus pressantes », actualité oblige, problématique des zoonoses liées à la pandémie. Une deuxième qui s'appelle, enfin une troisième en fait, qui s'appelle « Les surprenants services rendus par la biodiversité », où on parlera de production de biohydrogène par des micro-organismes vivant en milieu profond, de zones humides qui se développent en zone désertique, de phytoremédiation, de remédiation par les plantes au sol pollué, et puis une dernière, a priori, session qui portera sur les déséquilibres écologiques, l'impact du changement climatique et humain sur les espèces invasives, qu'elles soient terrestres ou marines, et les problématiques de déforestation et de désertification. Voilà, donc je me fais l'article, je fais un peu la promotion de ces séries. Vous recevrez des informations à leur sujet, bien évidemment. Merci beaucoup, Renaud, pour cette belle initiative. Merci. À très bientôt, chers collègues. Alain est toujours parmi nous ou pas? C'est lui, on lui laisse le mot de la fin, il est toujours par là? Ah, il a été déconnecté, mais là, il est de retour parmi nous normalement. Il faut juste activer son micro. On va lui laisser le plaisir de clore cette session. Mais il me disait qu'il avait une coupure de courant, donc peut-être qu'il nous entend quand même plus. Bon, on va clore alors. Je remercie aussi Mathilde pour tout le travail qu'elle a fait pour organiser ça. Et on vous dit donc à la prochaine session, donc qui devrait normalement porter sur les zoonoses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.